Good Morning Business, le grand entretien. 7h43 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Notre invité aujourd'hui avec Raphaël Legendre, c'est Geoffroy Roux de Bézieux. Bonjour. Vous êtes le président fondateur de Notus Technologies, président d'honneur du MEDEF que vous avez dirigé pendant 5 ans. On va parler ensemble du financement de la défense, de retraite. Mais avant de parler des États-Unis, j'aimerais avoir votre sentiment sur cette lettre envoyée par l'ambassade des États-Unis à des dizaines d'entreprises françaises, mais aussi européennes, leur demandant de renoncer à toute forme de discrimination positive si elles veulent continuer à répondre à des appels d'offres de l'État fédéral. Est-ce qu'il faut répondre? Est-ce qu'il faut faire comme si on n'avait rien reçu? Qu'est-ce qu'il faut faire en tant que dirigeant d'entreprise quand on a reçu cette lettre? Vous connaissez la pièce de Shakespeare, Much Ado About Nothing. En fait, c'est un peu l'écume des choses. On a connu bien pire et on va connaître bien pire avec les États-Unis. Les droits de douane, c'est 10 fois pire. Le SCAD d'Alstom qui avait été mis en prison pendant 2 ans pour peser sur les relations entre General Electric et Alstom. Les Américains ne sont pas des enfants de cœur. Là, c'est un soubresaut de l'administration Trump, donc il faut répondre juridiquement. Mais le vrai problème aujourd'hui, c'est d'avoir une Europe qui soit une Europe puissante et qui puisse se poser économiquement aux États-Unis dans un rapport de force entre égaux. Et là, effectivement, cette lettre est très bizarre, elle est totalement inacceptable et je pense qu'aucune entreprise française ne devrait céder à ce espèce de chantage en quelque sorte. Ce rapport de force, Geoffroy Roux de Bézieux, il a évolué. Vous avez été patron du MEDEF pendant 5 ans. Est-ce que c'est plus dur aujourd'hui qu'il y a quelques années? Oui, c'est plus dur, et c'est plus dur qu'il y a 15 ans, pour des raisons presque de richesse, de PIB. Vous avez vu, c'est le rapport Draghi, c'est-à-dire que les États-Unis ont cru 2 fois plus vite en termes de croissance que l'Europe. Et donc, malheureusement, dans un monde drivé par l'économie, le rapport de force est vraiment en faveur des États-Unis parce qu'ils sont leaders mondiaux dans la plupart des secteurs, y compris d'ailleurs dans celui de la défense. Donc, ma boussole dans cette affaire, c'est le rapport Draghi. C'est redevenir une Europe compétitive, une Europe attractive, une Europe qui permet de parler à égal avec les États-Unis, sans confrontation, sans esprit de revanche, mais simplement pour être en capacité de peser dans la négociation. Quand vous aviez quitté le MEDEF, vous aviez dit sur ce plateau qu'un de vos regrets, c'était de ne pas avoir été assez actif sur le plan européen face à une Europe engluée dans les questions normatives, etc. Est-ce que vous avez l'impression que là, il y a un changement majeur? Alors, c'est difficile à dire. Mon successeur a beaucoup poussé à une action en Europe. J'ai l'impression que le MEDEF est plus présent et tant mieux. Oui. Maintenant, est-ce que l'Europe a pris conscience? Oui et non. Oui, dans les discours, très clairement. Vous avez le Green Deal qui est remplacé par l'Omnibus, la loi Omnibus de suppression. Voilà. Mais j'ai quand même l'impression que, pendant les soldes, les ventes continuent. On a l'impression que la machine à produire la bureaucratie continue. On a quand même, il faut le dire, des fractures en Europe entre des petits pays pour qui, si vous voulez, la souveraineté, ça veut rien dire, l'autonomie stratégique, ça veut rien dire. Quand vous êtes, je ne vais pas citer de pays, mais un pays de quelques millions d'habitants, si vous avez un investisseur chinois ou américain qui est prêt à acheter votre port ou vos télécoms pour pas cher, ça crée des emplois. Donc, moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait des noyaux durs. Quand j'étais au MEDEF, j'avais créé la trilatérale que Patrick Martin a pris entre la France, l'Italie et l'Allemagne pour essayer de peser sur la Commission. Parce que Business Europe, qui est l'association des 27, on n'arrivait jamais qu'à des textes qui ressemblent aux textes européens, c'est-à-dire de l'eau tiède. Donc il faut une Europe à plusieurs vitesses, avec des gens qui sont volontaires sur un certain nombre de sujets. Qu'est-ce qui marche en Europe? Airbus. Airbus, c'est pas 27. Il y a un moment où, alors je sais que c'est pas, politiquement correct de le dire, mais il y a un moment, il faut accepter de faire des coalitions de projets. L'Europe du nucléaire, c'est pareil. L'Europe du nucléaire, vous avez, alors je sais plus combien c'est, 9, 6, voilà. Là, pour la défense, les efforts de défense, on sait très bien qu'il faut ramener les Anglais et qu'il y a peu de pays qui ont vraiment une industrie et une armée capables de se défendre. Vous anticipez la question suivante. Je vous fais la liaison, c'est bien. C'était effectivement sur la défense. Le gouvernement veut financer l'effort de défense en augmentant la participation des Français au travail. Plus d'heures, plus d'années, plus de cotisations. Est-ce que c'est la seule voie possible? Alors d'abord peut-être une remarque, il ne faut pas toujours raisonner en pourcentage du PIB. Je sais que c'est devenu le critère, l'alpha et l'oméga, mais ça ne sert à rien d'avoir des chars, des canons, des frégates, si derrière on n'a pas, le réarmement moral. Et je pense que c'est aussi important que la dépense. Et deuxième remarque, je pense qu'il faut sortir de ces discussions de PIB les retraites, qui ne sont pas un effort de défense et qui pèsent dans le budget de la défense, et le nucléaire, qui est une sorte d'assurance
dépenses. Donc, il faut regarder vraiment ce qu'on dépense pour une armée conventionnelle dans un conflit conventionnel. Et la première chose à faire, c'est demander à nos alliés européens de payer. Moi, j'avais dit au moment de la guerre du Sahel, on l'a un peu oublié, mais c'est des soldats français qui allaient mourir en Afrique pour défendre les Européens. Oui. Donc, je pense qu'il y a une réflexion à avoir pour que ceux qui n'ont pas une armée capable de défendre l'Europe payent, et notamment payent pour la dissuasion nucléaire. Une fois qu'on a dit tout ça... Vous pensez à nos voisins allemands, j'imagine. Par exemple. Une fois qu'on a dit tout ça, il ne faut pas, trader ou échanger l'un pour l'autre, mais on a quand même un sujet de dépenses sociales dans ce pays et de son financement. On est passé de 18 à 32% dépenses sociales, en gros, depuis une vingtaine d'années. Nos voisins européens... On vit pas, en Allemagne, en Hollande, en Europe du Nord, c'est pas la misère. Il y a la protection sociale et ils dépensent quand même beaucoup moins. Donc c'était les dividendes de la paix, tirés bien par sûr, américain aussi. Je refais pas l'histoire. C'était, facile et logique de baisser les dépenses. Maintenant, je reviens juste sur les dépenses. Pendant l'éducation, par exemple, on dépense plus que nos voisins et on a des classements internationaux, le fameux classement PISA que vous connaissez, où on est moins bon. Donc, il y a quand même un petit sujet. Pourquoi ? Parce qu'on regarde, par exemple, l'éducation nationale et le même en Allemagne, on a beaucoup plus de personnel administratif et moins de personnel enseignant. Donc, il y a un problème d'efficacité de la dépense. Qu'est-ce que vous mettez derrière le réarmement moral ? C'est quoi ? C'est l'envie de travailler ? Alors moi, quoi ? Non, moi je suis favorable à un service militaire volontaire. Vous êtes vous-même ancien réserviste. Moi j'ai été commando de marine, je suis réserviste, je pense que... pour préparer les esprits, si vous voulez. Moi, en venant tout à l'heure, je voyais une affiche, on veut pas mourir pour l'Ukraine. Machin, bon, voyez-vous mais en 38, c'était on veut pas mourir pour Danzig. Bon. Et donc, ça sert à rien de dépenser de l'argent, d'avoir des magnifiques équipements militaires il n'y a pas une capacité, j'espère évidemment à pas mourir pour son pays, mais en tout cas que l'adversaire pense qu'il y a une capacité de mobilisation interne. Et le service militaire volontaire, pour toutes les catégories d'âge et toutes les catégories d'étudiants, y compris les étudiants supérieurs, je pense que c'est de bon modèle. C'est ce qu'a fait la Suède, c'est ce qu'a fait la Finlande. C'est vers ça qu'il faut qu'on aille. Un mot quand même, je reviens sur le travail et le financement de la défense. Édouard Philippe, Éric Lombard pensent qu'il faudra travailler plus pour financer cette défense. Non mais... Vous me dites ça à moi, j'ai envie de vous dire... La réponse. Voilà, vous connaissez ma réponse. Oui, certainement. Il faut le faire de manière intelligente. Il y avait une idée qui circulait il y a 1 ou 2 ans qui a un peu disparu de la stratosphère médiatique, qui est on n'est pas obligé de travailler 35 heures toute sa vie. On peut travailler 40-45 heures à un moment où on est jeune, on n'a pas d'enfant, on a plutôt envie d'avoir des revenus, et puis doser en fonction des âges de la vie. Je trouve que c'est une idée intelligente. Le compte-temps tout au long de la vie, effectivement. C'est une idée intelligente, je le dis parce qu'elle vient plutôt de la CFDT, donc pas de droit d'auteur. C'était un peu seul sur ce sujet, pour le coup. Oui, le MEDEF n'était pas hyper supportif. D'une part, et d'autre part, parce que c'est compliqué à mettre en œuvre. Mais je pense qu'il y a une réflexion à avoir autour de ça. L'espérance de vie augmente. Pas raconter de crack. 64 ans, on peut pas revenir en arrière, mais on va même aller plus loin. C'est la vérité du régime par répartition. Donc cette idée de travailler plus, mais pas tout le temps, est probablement une idée à creuser. Cette idée qu'on peut avoir des systèmes à plusieurs vitesses, avec des gens qui travaillent plus, qui travaillent moins en fonction de leur vie. Il y a aussi la ministre du Travail, Astrid Panosyan, qui dit qu'on pourrait réfléchir à avoir un système de retraite à plusieurs vitesses, qu'il pourrait y avoir des retraités qui participent à l'effort national, mais pas tous, parce qu'on sait qu'il y en a qui sont fragiles. Est-ce qu'il faut arrêter de concevoir la société de manière macroéconomique et désormais de la concevoir en segments? C'est plus compliqué. C'était l'idée un peu de la retraite à point. Mais vous savez, aujourd'hui, en fait, le gouvernement Borne a focalisé le débat sur l'âge de départ à 64 ans. Oui. Et les Français ont compris, avant on partait à 62, maintenant on part à 64. Mais c'est faux. Puisque aujourd'hui, là, à l'heure où on parle, avant que la réforme soit mise complètement en musique, on part à 62 ans et 8 mois. Et vous avez un tiers des Français qui part avant 62, les carrières longues, et le reste qui part après 62. C'est ça la réalité. Et la retraite à 64 ans, c'est pas la retraite à 64 ans pour tout le monde. C'est des gens qui vont partir avant, tous les gens qui ont démarré tôt et qui ont un métier pénible, et des gens qui vont partir après, avec 43 annuités. Je sais pas à quel âge vous avez commencé à travailler, mais... C'est tôt, et grâce à ma pénibilité, je partirai plus tôt. Journaliste, c'est un métier pénible. De nuit un peu, La nuit un peu. Mais pour être sérieux 2 minutes, l'âge moyen de
où les jeunes commencent la vie au travail aujourd'hui à 23 ans, je crois. Ouais. Donc vous faites 23 plus 43, ça fait 66. Ouais. C'est ça la vérité. Ouais. Et le discours a été la pédagogie a été très mal conçue. Donc on a déjà un peu au fond un système, non pas à la carte individuelle, mais vous voyez qui n'est pas complètement le même pour tout le monde. Donc aller vers ça, c'est une bonne idée. Concerné par les 64 ans. Le conclave, lui aussi, a été amené de manière un peu peut-être compliquée. En tout cas, pas mal de monde est sorti déjà. Maintenant que vous avez une parole libre, en n'étant plus président du MEDEF, qu'est-ce que vous pensez de cette affaire ? Ça n'avait aucune chance de marcher. À partir du moment où le gouvernement, non mais à partir du moment où le gouvernement est dans la pièce, moi les seuls, j'ai raté des négociations et j'en ai réussi. Mais les seuls que j'ai réussi, c'était à partir du moment où on était entre partenaires sociaux et où on avait préparé en amont le terrain. La vérité, c'est que... Il y a toujours l'État dans la pièce, c'est un peu du triolisme. Non, regardez le partage de la valeur. On a signé un accord sur le partage de la valeur dans les PME. Oui. On avait la menace d'une loi, etc. Oui. etc. Comment ça s'est fait ? Ça s'est fait parce que MEDEF, CFDT, à l'époque avec Laurent Berger, on a balayé le terrain, on est allé voir les autres syndicats, les autres patronaux, on a discuté, et il n'y avait pas l'État dans la pièce. Il y avait effectivement le risque d'une loi... Oui. Mais il n'y avait pas l'État dans la pièce. Ouais. Là, à partir du moment où François Bayrou annonce que les ministres suivront de près les négociations, c'est mort. Il y a des choses à faire. Il n'y a pas du grain à moudre quand même. Et du coup, il ne faut pas arrêter, il faut continuer. Ce qu'a proposé la CFDT, et je crois que sur lequel le MEDEF a embrayé, c'est la bonne idée. C'est-à-dire, on sort du conclave, au sens bérouien du terme, si j'ose dire, et on se met dans une pièce sans le gouvernement, sans les députés, sans les partis politiques, et on fait de la négociation. Vous savez, la négociation sociale, ça prend du temps. Parce que c'est du compromis. Et le compromis, ça se fait pas, vous voyez, à coup de déclaration. C'est du grain à moudre, mais on met du temps à moudre le grain. Et donc, oui, il y a des choses à faire, mais pas, excusez-moi de dire ça, mais pas devant les caméras, quoi. Merci beaucoup, Geoffroy. Merci à vous. Désolé ce matin dans la matinale de l'économie.